Bonsoir, bienvenue dans Enquête de région, un magazine des rédactions de France 3 Picardie et France 3 Nord-Pas-de-Calais, entièrement consacré ce soir à la question des migrants dans notre région. Chaque jour, des centaines affluent d'Afrique, de Syrie ou d'Irak pour arriver ici, entre Calais et Grande-Synthe. Mais qui sont réellement ces hommes et ces femmes? Pourquoi tiennent-ils absolument à rejoindre l'Angleterre? Quels sont ceux qui décident parfois de rester dans notre pays? Pourquoi aucune solution politique durable n'a été trouvée depuis une quinzaine d'années? Voici le sommaire de l'émission. Nous irons d'abord en Angleterre, à la rencontre des migrants ayant réussi à traverser la mer du Nord. Ils nous diront pourquoi ce pays est devenu leur Eldorado. Jamais auparavant j'aurais pu imaginer que la France puisse être comme ça. Retour sur une histoire sans fin de Sangatte à Calais. Depuis plus de 15 ans, aucune solution politique durable n'a été trouvée pour accueillir les migrants. Il vaporise des gaz par ses ouvertures. Ça nous fait pleurer et vomir. Il détonne dans le paysage politique. Damien Carême, maire Europe Écologie Les Verts de Grande-Synthe, sera notre invité. Il est à l'origine d'un nouveau camp humanitaire implanté sur sa commune. Ils ont choisi la France. Certains migrants ont décidé de rester et de s'établir dans notre pays. Mais tout n'est pas si simple pour obtenir le statut de réfugié. Je suis venu pour demander l'asile en France parce que je trouve que c'est un endroit en paix et protégé. Elles se font rares dans les médias. Plusieurs femmes migrantes ont accepté de nous raconter leur vie dans la jungle de Calais, entre détresse, attente et espoir. Je me sens désespérée. J'ai l'impression d'être au bout de ma vie. La question des migrants en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est tout de suite dans Enquête de région. Le Graal est tout près, nous sommes ici au port de Calais, à exactement 34 km des côtes anglaises. L'Angleterre, c'est l'objectif ultime de ces hommes et ces femmes exilés qui arrivent chaque année ici par centaines sur la côte d'Opale. Mais une question se pose, pourquoi cette destination? Loïc Benech et Christian Mirabeau ont mené l'enquête en Angleterre à la rencontre de migrants ayant réussi à passer de l'autre côté de la mer du Nord. Dépasser Douvres et son phare, la récompense d'un périple inimaginable pour les millions de touristes qui font sans difficulté la traversée chaque année depuis Calais. Mais le premier point de chute des réfugiés, c'est Londres, la capitale britannique. C'est là que nous commençons notre enquête. Hello, this is Loïc Benech. I'm a French journalist. Is it Mahmoud Aziz? Mahmoud Aziz, yeah. Yeah. I would like to meet some refugees, asylum seekers, migrants who are already in the UK. You can come here. Oh, I can come. Okay, that's great. Bradford Road. Bradford. Yeah. Yeah. Manchester. Manchester, à plus de 300 km au nord de Londres. Hello. Hello. Hi. My name is Mahmoud. Nice to meet you. Nice to meet you too. Vivre ici, ce n'est pas le choix de Mahmoud Aziz, mais celui du ministère de l'Intérieur, une fois sa demande d'asile déposée. Okay, so this is the room This is my room. you got from G4S. 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 I stay here maybe 5 months. G4S, c'est une entreprise de sécurité chargée par le gouvernement de loger les demandeurs d'asile en attente d'une décision. Mahmoud a sa propre chambre, incomparable avec son expérience calaisienne. Ce mois à Calais, c'était vraiment la merde. J'étais très choqué. Jamais auparavant j'aurais pu imaginer que la France puisse être comme ça. Mahmoud a 25 ans. Jusqu'en 2014, il était étudiant en droit à Alep, en Syrie. Pour échapper à un destin militaire, il doit prendre la fuite. Il fallait vraiment que je parte. Bachar el-Assad m'aurait envoyé à l'armée, ça aurait été très mauvais pour moi. Je peux pas suivre Assad. Tout le monde sait le danger que ça représente. Alors, je suis parti au Liban, puis en Turquie et enfin en Europe.
Que pensez-vous du regard des Européens vis-à-vis des réfugiés? En Syrie, on avait tout. Maintenant, c'est fini. Alors beaucoup de gens pensent que nous sommes des migrants économiques venus pour l'argent. Non, nous sommes des réfugiés de guerre. Le Royaume-Uni publie régulièrement des statistiques sur l'immigration, même au niveau local, comme ici à Wolverhampton, 250 000 habitants. Au cœur du pays, cette ville contribue fortement à l'accueil des réfugiés. Alors, pour mieux nous en rendre compte, nous avons demandé les chiffres précis à l'INSEE britannique. Hello, International Migration. Hello, Loïc Benesch, I'm a French journalist. I would be interested in numbers, in data about a special local area about Wolverhampton. We have got something that's called the Migration Indicator Suite, which may have the information that you need down to that level of detail. Les derniers chiffres ont été publiés l'été dernier et remontent sur la période de 2013-2014. Ils ne reflètent donc pas forcément la réalité de ces derniers mois. Mais ici, pour cette ville de Wolverhampton où je me trouve, ils sont très révélateurs. Prenez par exemple le nombre de permis de travail accordés à des étrangers, de nouveaux permis de travail. Il y en aurait plus 3500 sur la période de 2014. C'est plus 34% par rapport à l'année 2013. Autre chiffre symbolique, celui du nombre de demandeurs d'asile. Il y en aurait 645 actuellement ici, dans cette ville de Wolverhampton. C'est le cas de Mohamed, arrivé dans les West Midlands en septembre 2015. Ce jeune Soudanais d'à peine 18 ans y a enfin trouvé la paix après une traversée difficile de la Libye, la mer Méditerranée, l'Italie et la France. J'aime le Soudan, mais aujourd'hui le Soudan est synonyme de problème. Là-bas, on ne peut pas dormir, rester tranquille. Les gens viennent vous tuer, vous frapper à mort. Venir ici, c'est bien. Les gens ici ne vous demandent pas sans arrêt à quelle tribu vous appartenez. Loin de la guerre civile au Darfour, de la misère et de la violence rencontrées à Calais, Mohamed a retrouvé le sourire en Angleterre. Les gens sont très heureux ici, très heureux de vous voir. Ils vous disent bonjour, comment ça va? Ce sont des gens vraiment bien. J'aime les Anglais. Un sentiment partagé par Beriu depuis 6 mois à Halifax. Beriu vient d'Érythrée dans la Corne de l'Afrique. Et comme Mahmoud et Mohamed, il est passé clandestinement en Grande-Bretagne par le tunnel sous la Manche, au péril de sa vie. Il y a des Érythréens qui connaissaient l'accès au tunnel. Ils nous ont aidés à y aller et nous avons réussi à monter dans le train. Avez-vous senti à quel point c'était dangereux? Oui, c'était très dangereux. Il y avait beaucoup de barrières à traverser. Dangereux, mais rien à côté de ce qu'il a vécu dans son pays. Beriu, 26 ans, y étudiait la biologie marine. Devant son refus d'accomplir son service militaire, il fait 6 mois de prison. S'il m'attrape une deuxième fois, j'irai en prison jusqu'à la fin de mes jours. Quand j'étais en Afrique, j'étais toujours en danger. Donc j'ai préféré aller en Europe. Maintenant, je suis en sécurité en Grande-Bretagne. J'ai rien à craindre. On me fournit un logement, du soutien. Beriu a un toit, mais il a interdiction de travailler ou d'étudier. Pessimiste, il attend une décision quant à sa demande d'asile. C'est pas la meilleure année pour les réfugiés érythréens. L'an dernier, ça allait. Maintenant, c'est difficile d'obtenir un visa. La plupart des demandes d'asile sont refusées, rejetées.
Pour ces réfugiés, l'attente est interminable. Tout cela se place dans un contexte particulier. Les Britanniques doivent se prononcer lors d'un référendum le 23 juin pour ou contre une sortie de l'Union européenne. Avec toutes les questions que cela pose sur la gestion de ses frontières. Berriu, Mahmoud et Mohamed l'ont franchi et ils ne comptent pas faire marche arrière. So this is safe for me. I can manage myself here. Now I hear, I want here. Me is very happy. It's very good for me now. Say Alhamdulillah. Bonsoir Damien Carême, merci d'avoir accepté notre invitation. On est là depuis un petit quart d'heure, il y a plein de gens qui vous remercient ici de ce que vous avez fait. Est-ce que vous êtes fier de ce camp humanitaire ici à Grande-Synthe? Fier oui, mais est-ce qu'on peut être fier des conditions d'accueil quand même qui sont spartiates ici? On a mis des chalets chauffés, hors d'eau, avec de l'accompagnement à côté, mais c'est un minimum qu'on se doit de donner à des êtres humains. Donc c'est une fierté d'avoir rempli cette mission-là, oui, mais c'est vraiment le minimum qu'on aurait dû faire. Pourquoi vous avez choisi de bien accueillir ces migrants ici? Parce que je ne pouvais pas les voir dans le camp où ils étaient avant, dans la boue, dans l'eau, sans arrêt, agglutinés les uns à côté des autres, dans des conditions de vie vraiment inhumaines. Je ne supportais pas la vue de cet ancien camp. Et il y a des femmes, il y a des enfants, enfin, voilà, il faut répondre à cette urgence humanitaire. Et je me dis, voilà, ils vont rester un certain temps, donc mettons-les dans des bonnes conditions, faisons en sorte que ça se passe bien aussi avec la population, n'attendons pas plusieurs années avant de réagir, donc anticipons et créons ce camp. Et là, la rencontre avec Médecins sans frontières a porté ses fruits, puisqu'ils nous ont apporté leur savoir logistique et on a pu construire ça ensemble. On a vu tout à l'heure un reportage sur les migrants qui ont réussi à passer en Angleterre. Est-ce que c'est votre souhait d'élu que ces personnes qui sont ici aujourd'hui arrivent un jour là-bas? Moi, mon souhait, c'est qu'ils puissent vivre là où ils ont envie d'aller vivre. Ils fuient un pays en guerre, ils fuient le terrorisme, le même que nous, on va combattre là-bas. Donc, il faut leur faire une place quelque part dans notre société, dans notre Europe. S'ils choisissent d'aller en Angleterre, il faut qu'ils puissent y aller. Et s'ils choisissent l'asile en France, que je peux souhaiter aussi, parce que je pense qu'on peut leur offrir beaucoup de choses ici en France, voilà, qu'ils aient le choix de pouvoir s'installer. Et au moins ici, ils prennent le temps de la réflexion dans des bonnes conditions. Moi, je tenais à ça aussi. Ça vous tient à cœur vraiment, en tout cas? Oui, je pense qu'il faut qu'on montre l'exemple de ce qu'on peut faire dans un accueil digne de la 6e puissance économique mondiale. Alors, on sait qu'il y a des passeurs, on sait qu'il y a des problèmes, on sait tout ça, mais il faut combattre les passeurs. Mais rien ne nous empêche à côté de donner des vraies conditions de vie dignes d'être humain sur ce camp pour ces enfants, pour ces femmes qui sont là et pour ces hommes qui ont fui un pays en guerre ou une misère sociale dans leur pays. Monsieur le maire, on va continuer dans un instant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'histoire est un éternel recommencement. 17 ans après l'arrivée des premiers réfugiés dans notre région, de démantèlement en déclaration politique, aucune solution durable ne semble pouvoir être trouvée. Rétrospective d'un éternel recommencement avec Corinne Péot. Mars 2016. Les tractopelles attaquent le démantèlement de la zone sud de la jungle de Calais. Nous sommes au cœur du plus grand bidonville d'Europe. Les images se ressemblent. L'histoire bégaye. 17 ans après, la crise des migrants, une histoire sans fin. Pour comprendre, il nous faut reparler du début des années 90 en ex-Yougoslavie. Territoire du Kosovo, Serbes et Albanais revendiquent ce bout de terre. Mais une résistance armée s'installe et la guerre fait rage. 1 million d'habitants sont chassés de chez eux. Parc Saint-Pierre de Calais. 1998, les premiers enfants exilés du Kosovo dorment ici. Ils sont 30, ont parcouru 2000 km, une croyance chevillée au corps. L'avenir est en Grande-Bretagne, via Calais. La solidarité s'organise timidement. Par chance, on a réussi à convaincre des boulangers à 21h30 de nous donner des restants de pain. Donc on a pu compenser un peu, mais ce n'était que du pain en fait. Septembre 1999. Sangatte, une petite station balnéaire proche de Calais. Ce hangar, appartenant à Eurotunnel,
est réquisitionné par le gouvernement. Il est transformé en centre d'accueil humanitaire pour 300 réfugiés, géré par la Croix-Rouge. Les personnes qui dorment maintenant, ce sont des personnes qui ont essayé cette nuit, encore une fois, de traverser la Manche. Et alors, maintenant, ils sont fatigués et ils doivent se reposer. Car les réfugiés n'oublient pas. Un peu plus loin, à 6 km de là, le port de Calais. Ils pourraient presque toucher l'Angleterre. Là-bas, pas besoin de papier d'identité. À l'époque, les migrants pouvaient y travailler sans avoir le droit d'asile. Là-bas, on nous donne tout. Et puis, il y a la liberté. Alors chaque soir, ils tentent de partir en se cachant dans les camions qui traversent la Manche. Ah ça y est, ils s'accrochent, regarde. Vas-y. Ah ouais, ils sont décrochés. Ils ont ouvert les portes du camion. On va les présenter quand même. Parce que... Ça vous refroidit parce que tout de suite vous pensez que si jamais il était tombé le mec, et vous roulez dessus, ou même sur l'autoroute, on roule pas à 10 à l'heure. Hein. 2001, malgré les critiques venues d'Angleterre, pas question pour le gouvernement de Lionel Jospin de fermer Sangatte. Mais nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Alors, dès le début de l'été, la droite fait de la sécurité et de l'immigration clandestine deux de ses principaux thèmes de campagne. Cette insécurité croissante, grandissante, une espèce de déferlante, est inacceptable. Il faut y mettre un terme. À Sangatte, il y a désormais plus de 1500 réfugiés, 10 nationalités. La promiscuité et les conditions de vie épouvantables créent des violences entre communautés. Les habitants de la petite ville n'en peuvent plus. 1600 réfugiés et 900 habitants, vous voyez la disproportion. On a un sentiment d'être envahi. Mai 2002, Jacques Chirac est réélu. Le dossier Sangatte est au cœur du débat politique. Le ministre de l'Intérieur, qui vient d'être nommé, se rend sur les lieux. On va donner une carte à chacun, et une fois qu'on aura recensé tout le monde, dans quelques semaines, on ne va plus prendre personne. C'est décidé. Le camp sera fermé dans quelques mois pour lutter contre les filières et les réseaux de passeurs. Les nouveaux réfugiés ne peuvent plus entrer. D'autres lieux s'ouvrent à eux. La détresse est immense. Les policiers tentent de faire face à la colère. Les manifestations s'enchaînent. Mais c'est inéluctable. On ne sait plus ce qu'on fait dans ce pays. C'est vraiment dégueulasse, ce gouvernement. Il nous abandonne, nous, les pauvres gens. À la fin du mois de décembre, le camp de Sangatte est démoli, 3 ans après son ouverture. Et puis ce sont les accords du Touquet. Le gouvernement de Tony Blair parvient à imposer à la France la signature d'un texte pour ménager ses relations avec les Anglais. La France accepte de gérer le flux migratoire vers le Royaume-Uni. La frontière s'établit désormais à Calais. La ville regarde, impuissante. De plus en plus de réfugiés débarquent, fuyant les guerres, celle d'Irak par exemple. La clandestinité, l'errance et la peur encore. Il vaporise des gaz par ces ouvertures. Ça nous fait pleurer et vomir. À la fin des années 2000, la jungle surgit de nulle part, sur une ancienne décharge. Septembre 2009, l'éternel recommencement. Le ministre de l'Immigration, Éric Besson, convoque bulldozers et policiers pour un autre démantèlement devant les caméras et les photographes. Un message à destination du reste du monde.
Notre objectif n'était pas d'interpeller le maximum de migrants en les surprenant au lever du jour, mais de détruire une plaque tournante du trafic d'êtres humains. Pourtant, les migrants ne partent pas. Mais juillet-août 2014, après quelques années d'accalmie, le nombre de réfugiés explose. La cause, l'instabilité grandissante en Afrique et au Proche-Orient. Chaque jour, il y a des combats, alors les gens fuient leur pays. Moi, je veux aller à l'école, apprendre l'anglais, trouver un boulot. Cet été-là, 3 camps seront à leur tour démantelés. Alors, au mois de septembre, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur socialiste, donne son feu vert à un centre d'accueil de jour. Le centre Jules Ferry, 1500 places. Aucun migrant ne doit se retrouver sans solution de mise à l'abri si les températures hivernales mettent sa vie en danger. Quelques mois plus tard, 2015, rien ne change. Les réfugiés sont prêts à tout, même à mourir sur le site du tunnel. On va entrer là, en passant le grillage. Faudra aller super vite pour passer le reste. On dénombrera jusqu'à 1500 tentatives d'intrusion en une nuit. Malgré les barbelés, le port de Calais est dépassé. Policiers et migrants sont à cran. En 9 mois, 20 hommes sont morts en voulant rejoindre l'Angleterre. Février 2016, la destruction d'une partie de la jungle pour insalubrité et insécurité est autorisée. Un énième démantèlement commence, dans le bruit et la colère. Le 16 mars, la destruction de la zone sud de la jungle est achevée. Selon les associations, 80% des migrants ont simplement déménagé dans la zone nord. Il serait 3500. Calais, une histoire sans fin. Monsieur Karim, pourquoi on n'arrive pas à trouver une solution en France sur l'accueil des migrants depuis plus de 15 ans? Je sais pas, on n'ose peut-être pas, on a peur de créer des points de fixation, on a peur de créer un appel d'air. Nous, on accueille des réfugiés ici sur le territoire de la commune depuis 2006 et jamais ça n'a créé d'appel d'air. Je pense que ce camp, il est ouvert depuis 1 mois et demi. Il y a le même nombre de réfugiés aujourd'hui qu'il y a 1 mois et demi. Mais ce camp, vous souhaitez qu'il soit provisoire ou qu'il dure dans le temps? Non. C'est compliqué. L'idée que j'ai, c'est qu'il se résorbe petit à petit, mais quand on aura trouvé, au fur et à mesure qu'on aura trouvé les solutions, peut-être qu'il y aura un arrangement en Syrie. Et la plupart de ces gens-là, les Syriens qui sont présents, ils veulent retourner chez eux. Ils sont comme vous et moi, ils n'ont pas quitté leur pays de gaieté de cœur. Ils l'ont quitté pour fuir l'horreur, pour fuir le terrorisme. Et donc s'ils peuvent retourner chez eux à un moment, comme certains Irakiens que j'ai vus, ils retourneront dans leur pays. S'ils arrivent à rejoindre l'Angleterre, ils iront en Angleterre. S'ils font la demande d'asile en France, tant mieux. Et petit à petit, on doit résorber. Moi, je me dis, s'il doit rester un camp, un bout de camp, pour quelques centaines de réfugiés, on l'acceptera et on continuera à intervenir auprès de ces personnes-là. Mais l'idée étant qu'on n'ait pas des camps de réfugiés comme ça, ad vitam aeternam dans notre pays. C'est aussi le signe d'échec de politique internationale, européenne, mais aussi à plus large échelle, l'échelle mondiale. Alors, les personnes qu'on a rencontrées, aussi bien des réfugiés que des bénévoles d'associations, nous ont dit que vous aviez du courage pour faire tout ça. Est-ce qu'il faut du courage politique? Oui, il faut montrer l'exemple. J'ai pas de meilleure chose à dire que celle-là. C'est la phrase de Gandhi qui me mène en politique. Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Merci beaucoup Damien Karim d'avoir accepté notre invitation. Merci. À suivre dans un instant, la Picardie, terre d'accueil des migrants ayant choisi de rester en France. Et puis vous découvrirez un documentaire exceptionnel sur le quotidien des femmes migrantes à l'intérieur de la jungle de Calais. Leur témoignage est très rare dans les médias.
Vous l'avez vu, les migrants sont prêts à rejoindre l'Angleterre à n'importe quel prix, mais certains choisissent aussi parfois de rester en France. Pour quelles raisons? À quelles difficultés doivent-ils faire face pour obtenir le statut de réfugié dans notre pays? En Picardie, Beauvais est la plateforme régionale de premier accueil pour les demandeurs d'asile. Florian Olivier, Christian Mirabeau et Henri Desaunay sont allés à leur rencontre. Regardez. Attendre pendant de longs mois, de savoir quel sera leur sort. C'est le quotidien de ces migrants. Leur demande d'asile est en cours de procédure. Maki est tchadien, il est arrivé en Picardie en décembre dernier. Issu d'une famille aisée et instruite, il a pu arriver en avion avec un visa touristique. Le jeune homme a choisi la France pour son exil. Il avait dû fuir après avoir dénoncé la corruption dans son pays. Par crainte de représailles, il ne souhaite pas montrer son visage. Je quittais mon pays pour des raisons de sécurité. Ma propre sécurité qui est menacée. Ils m'ont torturé une fois et encore ils me cherchent. Donc, par peur d'être tué, j'étais obligé de quitter le pays. La France a une image d'un pays d'accueil, c'est un pays de justice. Vous avez l'impression d'avoir été bien accueilli ici? Oui, j'ai été bien accueilli. Tous les gens que j'ai rencontrés, quand même, ils m'ont vraiment aidé. Ils m'ont soutenu moralement. Bonjour. Maki évoque les bénévoles de la CIMAD, une association qui assiste les migrants dans leur démarche. Pour la demande d'asile. Vous pouvez parler un petit peu plus fort parce que je ne vous entends pas. Tout ce que vous avez écrit sur le récit de vie, il faudra, quand vous serez à la Cour nationale du droit d'asile, tout avoir en tête, ne rien oublier, bien tout expliquer chronologiquement, être le plus clair possible, arriver à parler plus fort qu'aujourd'hui. Parce qu'il faut que vous soyez convaincant. Vous avez vécu des choses terribles, il faut arriver à le dire. L'enjeu est grand, car sur les 80 000 demandes d'asile enregistrées en France en 2015, seul un quart des migrants obtiendront le statut de réfugié. On est un peu des coachs. On leur explique comment se présenter, comment défendre son dossier, comment bien rédiger son récit de vie, comment être audible au moment où on sera devant les personnes de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides. Saïd aussi a choisi la France. Menacé par les talibans qui ont assassiné une partie de sa famille, cet Afghan de 23 ans est arrivé dans le pays en août 2015. Après quelques jours à Paris, il a rejoint la jungle à Calais, mais pas dans l'espoir d'aller en Angleterre. Lui veut rester en France. Je suis venu pour demander l'asile en France parce que je trouve que c'est un endroit en paix et protégé. Je suis allé à la jungle parce que la vie y est plus facile qu'à Paris. Même si les abris sont en plastique et qu'il y fait froid, on est plus tranquille là-bas. Il y a des bénévoles qui apportent beaucoup d'aide. Par exemple, ils nous donnaient des vêtements, des chaussures et de la nourriture. Après 3 mois dans la jungle, Saïd obtient finalement une place dans un CADA, un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Financé par l'État, ces centres disposent de 25 000 places en France. Seul un tiers des demandeurs d'asile en bénéficient. Pendant toute la durée de la procédure, en moyenne 1 an et demi, Saïd loge dans une chambre individuelle et profite chaque jour de l'accompagnement de travailleurs sociaux et de cours de français. Je suis content. Je suis content de faire. Je prends le français. C'est compliqué ou pas, les cours de français? Oui. C'est dur? Un peu? Oui, un peu. Mais ça te plaît? J'aime bien. Oui, j'aime bien. Une place dans un centre d'hébergement comme celui-ci double les chances des migrants d'obtenir le statut de réfugié. C'est le cas de Périgas, lui aussi a choisi la France comme terre d'accueil. Cet ancien infirmier congolais a dû fuir son pays il y a 2 ans, après avoir soigné des opposants au régime.
Menacé de mort, il a finalement obtenu le statut de réfugié politique en octobre dernier. Qu'est-ce que c'est ça? Carte de séjour de réfugiés. C'était un soulagement quand vous l'avez eu? Oui, c'est un soulagement. Ça, beaucoup de personnes qui sont ici et ils ne ont pas ça. Ça signifie que vous êtes vraiment intégré, vous êtes à la protection de la France. Aujourd'hui, ce statut lui permet d'envisager sereinement son avenir en France. Il aura désormais un accès plus facile au travail et pourra faire venir sa famille. Le statut que j'ai reçu, c'est un statut qui est stable. Donc ça change quelque chose, ça donne, c'est une plus, quelque chose de plus pour moi, pour moralement, physiquement. L'ex-infirmier commencera bientôt une formation d'aide-soignant. Prise en charge par Pôle emploi, il pourra alors exercer en France. Les diplômes, leur expérience professionnelle ne seront pas forcément reconnus en France, donc ces personnes devront se déclasser socialement. Maintenant, ce sont des personnes volontaires, motivées. Quand elles ont pris conscience de la réalité, elles acceptent volontiers un travail qui ne correspond pas forcément à leur formation. Il y a quelqu'un qui a pissé de l'autre côté ici, ça pue. Georges n'a pas eu cette chance. Il rêvait de la France, il y est depuis un mois. Toutes ces nuits, il les passe sous ce hall de cinéma. Pourtant, ce Congolais de 26 ans appelle chaque jour le SAMU social pour espérer dormir dans un lit. Mais les foyers sont surchargés. Je me lève le matin peut-être avec des phares ou des klaxons de voiture. Il y a le froid, au moins ces derniers temps ça commence à un peu changer, mais je me levais 2 fois ici par le froid. Et j'appelle le 115. J'ai eu une couverture pour me couvrir après 5 jours. Après 5 jours de demande. Georges était étudiant en droit à Kinshasa. Il affirme avoir fui son pays début 2015 après la répression meurtrière du régime face aux manifestations de l'opposition, lors desquelles plusieurs de ses amis ont été assassinés. Malgré ses conditions de vie difficiles en France, le pays reste pour lui un idéal démocratique. Je veux bien rester en France parce que peut-être je serai facilement intégré et faire peut-être vivre un peu avec la sécurité que j'ai trouvée ici, parce que ici c'est calme, ici de loin déjà en voyant à la télé et en suivant les journaux et tout, on a lu aussi l'histoire de la France et c'est un pays de liberté au fait, liberté d'expression, liberté de plein de choses. Mais Georges ne pourra pas demander l'asile en France. Pendant son périple, qui a duré 1 an, les autorités hongroises ont enregistré l'identité du jeune homme. Bonjour. Bonjour. Allez, prends tes documents. Oui. Ouais. Problème, d'après le règlement Dublin, les migrants ne peuvent demander l'asile que dans le pays d'Europe où ils ont été enregistrés pour la première fois. C'est-à-dire que voilà, le 14, si la Hongrie a déjà répondu, il risque de t'arrêter à la préfecture. Et puis... et t'emmener en centre de rétention pour te renvoyer en Hongrie. Parce que c'est un Dublin. Ah bon. Il y a peut-être des situations tellement kafkaïennes qu'on se dit, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qui a pu les aider? Ou voilà, on ne sait pas trop à quoi on a servi parfois. Ouais. Vous continuez quand même? Pourquoi? Ah oui, on continue quand même. Parce que je pense que quand même, il faut les aider. Hein. Ça vaut le coup. On peut pas laisser les migrants dans leur détresse. Hein. Et puis tout le monde a droit de vivre là où on a envie de vivre. Hein. C'est les droits de l'homme. C'est dans les droits de l'homme. Il reste encore un espoir pour Georges. Il est aidé par ses bénévoles et par une avocate. Mais quel avenir dans notre pays pour les autres, les demandeurs d'asile déboutés? Ils étaient 53 000 en 2015. Devenus sans papier, ils vivent désormais dans l'illégalité sur le territoire français, mais n'ont pas d'autre choix que l'exil pour échapper à la mort.
Je suis là, ici, depuis le premier jour de cette jungle, quand tout ce qu'il y avait, c'était la dune. C'est tout ce qu'il y avait. Et maintenant, il y a des restaurants, des boulangeries. Ici, c'est un restaurant pour les adolescents gratuit. Je vais vous montrer une boulangerie absolument géniale. Alors voilà, on sait que c'est une boulangerie. D'accord. Hein, c'est vraiment une ville dans la ville, quoi. Ici, c'est une ville. Ils se sont C'est organisés. une ville, il y a tout. Il y a boulangerie, restaurant, épicerie, église, mosquée, école, bibliothèque. Ah oui, c'est impressionnant de penser qu'on est dans une jungle et qu'on peut manger du pain frais qui sort du four. Et alors, je vous dis pas, c'est délicieux. Bon, ouais. Et alors lui, il est fait, et puis il s'est inventé un système. Il est fait fourrer. Il met même vous mettre de la vache qui rit dedans et vous avez un pain fourré à la vache qui rit. On dit, ils sont combien ici? Entre 5 et 7 000, on dit. Entre 5 000. Calais, 5 000 À peu près 5 000. et Grande-Sainte, 2 000. À peu près. Alors vous mangez ça avec les autres légumes, ça sert de cuillère en fait. Donc ici c'est le hammam. Donc c'est un lieu pour prendre une douche, pour se laver. Ils font chauffer l'eau dans un baril comme ça, ou un truc à gaz. Ils font chauffer l'eau. Et là, il y a des salles de douche, petites cabines avec des portes en couverture ou en plastique. Ils vous donnent une énorme bassine d'eau, une grande bassine d'eau très chaude, une petite bassine d'eau froide et vous faites votre mélange et vous vous lavez. On vous donne une serviette et il fait bien chaud. Et je vous assure qu'en hiver, c'était vraiment bien de venir se laver ici parce qu'on avait froid. Et puis après, on va se faire raser, se couper les cheveux. Vous voulez vous couper les cheveux? Mes cheveux, non. Pour le film. Pour le film. Mais je dois d'abord les laver avant que vous me les coupiez. Je vous fais confiance, juste un petit peu. Donc là, on va aller voir. Là, on va dans le restaurant de Kalim et Tchatcha. Kalim et Tchatcha. Ah, Tchatcha, ça veut dire mon oncle. En pashto. Il est là depuis 2 ans et 4 mois à Calais. Et Maya is your friend? Je la respecte. J'ai beaucoup de respect pour elle. Ici, dans la jungle de Calais, des dizaines d'associations travaillent pour améliorer le quotidien des migrants. Grâce à l'une d'entre elles, l'Auberge des migrants, nous avons pu rencontrer, chose très difficile, des femmes migrantes. Certaines sont ici avec leurs maris et leurs enfants, d'autres au contraire sont seules et donc particulièrement vulnérables. Elles sont parfois victimes de violences physiques et sexuelles et se protègent comme elles peuvent du regard des autres et en particulier du regard des médias. Quelques-unes ont accepté de nous raconter leurs témoignages. Un documentaire exceptionnel réalisé par Myriam Schelcher et Marie-Noël Grimaldi. On voudrait vivre comme tout le monde, envoyer nos enfants à l'école. Jusqu'à quand cette misère? Moi, je suis seule ici avec 6 enfants. Je n'ai pas de mari avec moi. Je me sens désespérée. J'ai l'impression d'être au bout de ma vie. Elles sont érythréennes, afghanes, kurdes, soudanaises ou iraniennes. Combien sont-elles dans les camps du nord de la France? Impossible à dire, tant elles se cachent au regard. Peut-être autour de 400. Peut-être 250 ici à Calais. Certaines vivent dans la jungle. D'autres ont choisi de se poser là, dans ce lieu protégé par des grilles, juste à côté du bidonville. C'est le centre d'hébergement des femmes Jules Ferry. Naïla est la seule ici à avoir accepté de nous parler à visage découvert. Elle a 57 ans. Elle était professeure, journaliste et écrivaine dans son pays. Ses écrits dérangeaient les autorités. Elle a dû fuir le Soudan. J'étais espionnée en permanence. Ils vous surveillent toute la journée. Du matin jusqu'au soir, vous passez des heures pour aller pointer. Ça veut dire que vous n'avez pas une minute pour écrire. Vous rentrez le soir chez vous juste pour dormir. Le lendemain, ils reviennent.
J'ai dû mettre ma vie en sécurité pour pouvoir continuer à éclairer les autres en tant qu'écrivain. Elles ont fui les persécutions ou la guerre. À 30 km de Calais, le camp humanitaire de Grande-Synthe. La plupart des 1300 exilés sont des Kurdes irakiens, parmi eux une centaine de femmes. Golala et Nourous sont ici avec leurs enfants. Elles viennent de Kirkouk, une zone convoitée par l'État islamique. Ce n'est pas la pauvreté qui nous a fait fuir, mais tout ce qu'on avait, on l'a dépensé sur la route pour venir jusqu'ici. Combien de temps on va tenir? Ici, on n'a pas de lait, pas de couche, pas d'eau pour nettoyer. Ça ne va pas du tout. Pour rencontrer ces femmes, nous avons dû accepter la présence de Youssef. S'agit-il d'un passeur? Certains nous l'ont laissé entendre. Impossible à vérifier. Notre interprète n'a pas toujours traduit nos questions. La parole des femmes n'est pas libre. Une chose est sûre, ici tout le monde rêve de l'Angleterre. Et c'est encore plus compliqué quand on a des enfants. Plusieurs fois, je suis montée dans des camions avec mes 2 bébés. Nous avons été contrôlés et nous sommes revenus ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait, mes petits, pour mériter ça? Les passeurs, ils donnent des médicaments aux enfants avant de monter dans les camions. Jusqu'ici, je n'ai pas essayé. Ça me fait peur. On leur donne des médicaments, oui, pour qu'ils ne pleurent pas. Avec les médicaments, ils ne sentent rien. Ça fait mal. Après une tentative de passage ratée, l'un des bébés de Golala aurait dormi 2 jours d'affilée. If we go at 7 o'clock, it's okay for you? Ok, ça marche. Retour à Calais, au centre d'hébergement des femmes. Il est géré par la Vie Active, une association mandatée par l'État. Emma y accompagne les migrantes qui demandent cette mise à l'abri. That she's free, she can go outside when she wants. She have to check every day. Certaines ont leur mari dans la jungle, mais beaucoup de femmes ici voyagent toutes seules. Emma les connaît bien. Elle travaille depuis 2 ans auprès des migrantes. Elles arrivent avec un état d'esprit ici. Pour la plupart, c'est l'Angleterre. Même si elles sont pas bien psychologiquement, même si elles sont pas bien intérieurement, c'est pas leur priorité de se soigner en fait. Elles sont ici en fait pour se reposer. Elles vont manger, vont prendre une douche et dès qu'elles seront prêtes, que ce soit physiquement, financièrement aussi parfois, hop, elles partent quoi. Et elles peuvent revenir 1 semaine, 2 semaines, 1 mois après et se reposer 4 jours et hop, repartir. Des allers-retours, le lot de ces jeunes femmes érythréennes. Cette nuit encore, elles tenteront de grimper à bord d'un camion dans une station-service le long de l'autoroute. Calais est aujourd'hui trop surveillée. Elles prennent le train pour Hasbrook, à 60 km plus au sud. Adi a accepté de nous parler, à condition de préserver son anonymat. Depuis 4 mois, j'essaye chaque jour. Sauf le samedi. Mais je n'ai pas de chance. Peut-être que la police va encore nous attraper cette fois. C'est tellement dur. À nos rencontres aussi, nous avons retrouvé des femmes croisées à Calais. C'est un autre point de passage vers l'Angleterre, avec son aire d'autoroute. Et son camp de migrants posé au milieu des champs. Quelques 70 femmes s'y trouvent en ce moment, dans des conditions d'extrême précarité. L'équipe de Gynécologie sans frontières vient 1 fois par semaine. Cette caravane sert de cabinet de consultation. Ce jour-là, les femmes sont venues soigner leur toux, leurs infections et leurs plaies. Là, les yeux qui donnent des larmes, en plus, elle est gonflée. Les bénévoles accompagnent aussi des femmes enceintes. Elles sont une 40aine en tout dans les camps du nord de la France. Il y a aussi des femmes qui sont seules avec souvent des maris qui sont passés en Angleterre. Donc elles n'ont pas forcément de nouvelles. Donc on sent aussi cette solitude et on imagine la détresse que ça peut être
d'être enceinte d'un enfant avec un papa qui ne donne pas de nouvelles. Toutes les questions que ça doit poser sur l'avenir. Thank you very much. You're welcome. Okay, good. Have a good day. Bye. Salam. Tenir bon. Et tenter sa chance patiemment, soir après soir. La nuit tombe sur nos renfontes. Une autre vie commence sur le parking de l'aire d'autoroute. Des petits groupes viennent repérer des camions. Un migrant tente de s'accrocher à l'un d'eux. La tournée des gendarmes met un terme aux tentatives. Après un rapide contrôle, cette mystérieuse camionnette immatriculée en Angleterre reprend la route. Vraisemblablement des passeurs contrariés dans leur projet. Pour Adi et son ami, ce n'était une fois de plus pas jour de chance. Elles sont revenues à Calais. Je n'ai pas de mots. C'est difficile. Tout est difficile. On les voit revenir des fois le matin à 7h, elles sont au bout de leur vie, quoi, si je puis dire. Elles sont fatiguées, elles ont froid, elles sont désespérées. Et cet hiver, c'était une catastrophe, quoi. On les voyait partir avec les enfants dans le froid. Enfin, humainement, c'est super dur à... Comment on a pu en arriver là, en fait, en 2016, en France, en Europe. Et eux, comment font-ils? Le centre Jules Ferry abrite une trentaine d'enfants. Emma et les autres éducateurs essayent chaque jour de leur offrir une activité. Voilà, don't move, stop. Don't move. 1, 2, 3, vas-y. Wow. Et un peu d'insouciance. Bravo. Ils n'ont pas du tout le même rythme de vie qu'un enfant normal, si je puis dire. Étant donné qu'ils se réveillent en début d'après-midi et la nuit, je cours derrière les camions avec maman et papa parfois. Dans ce monde des camps où les hommes sont si majoritaires, il nous reste à aborder la question des violences sexuelles. Les femmes que nous avons croisées se déplacent rarement seules. Elles se protègent, en particulier des agressions. Adi nous a confié une tentative de viol. Un matin, alors qu'elle avait tenté sa chance pour l'Angleterre avec une amie. Il faisait sombre. Quand nous sommes arrivés au pont, à l'entrée de la jungle, il n'y avait personne. Sur le chemin pour venir ici, ils ont essayé de nous attraper. Ils étaient une vingtaine, je pense. Ils voulaient nous attraper. Ils voulaient nous violer. Nous étions effrayés, il n'y avait personne. Ils nous ont suivis jusqu'ici. C'était terrible. Ils vous ont violé? Non, ils ont essayé. À nos rencontres, les femmes seules se sont regroupées dans cette cabane. Une façon, là encore, de se protéger et de veiller les unes sur les autres. Hannah est traductrice bénévole pour Gynécologie sans frontières. Beaucoup de femmes lui confient leur détresse. Une fille qui est venue l'autre jour à Calais, après elle a dit elles m'ont violée sur l'autoroute. Il y avait 3 hommes et du coup elles l'ont violée. C'était dur, c'est dur pour une femme. Elle peut pas porter plainte contre parce que elle veut passer en Angleterre. Et si elle reste en France, forcément, dans ce cas-là, ça sera compliqué pour elle. Sa copine s'est fait violer, à qui peut-elle en parler? Le jeu comme moyen d'informer les migrantes sur leurs droits.
Les bénévoles font de la prévention ce jour-là au centre d'hébergement des femmes à Calais. Pendant 2 heures, la parole se libère et l'information circule. Est-ce qu'elle sait ce que c'est la contraception d'urgence? Elles disent quelquefois on paye de notre corps pour vivre quelquefois. Je ne peux pas parler. Des femmes contraintes à la prostitution, le sujet embarrasse Hannah. Peu de nos interlocutrices ont accepté de briser ce tabou avec nous. Le passage en Angleterre, des fois, coûte cher et leur dernier espoir, c'est de vendre leur corps. Après, il y en a d'autres aussi qui ont vécu des choses aussi sur leur voyage et qui, arrivés ici, se disent « Bon, bah, de toute façon, je suis plus à ça près, quoi ». Il n'y a pas de loi dans la jungle, il n'y a pas de limite, si je puis dire. Et c'est ça aussi qui fait un peu le danger, hein, mais c'est la jungle, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. À tout cela, il faut ajouter le mal du pays et les proches qu'on a laissés derrière soi. Sa fille et ses petits-enfants manquent à Naïla. Si elle obtient l'asile en France, elle pourra peut-être les faire venir en vacances. Hadi est sans nouvelles de son fils, resté chez sa sœur en Éthiopie. Elle-même n'a pas donné signe de vie depuis une dizaine de jours. Peut-être est-elle arrivée en Angleterre et pour avoir enfin, si ce pays tant convoité est conforme à ses espoirs. C'est la fin de notre enquête de région spéciale migrants. Vous l'avez vu, des hommes et des femmes tentent de vivre tant bien que mal à l'intérieur des camps de Calais ou de Grande-Synthe, avec pour tous le même espoir final, réussir un jour enfin à gagner l'Angleterre. Ils sont entre 5 et 7 000 à attendre aujourd'hui. Bonsoir.